Comment deux avions peuvent-ils décoller simultanément sur la même piste? Parfois, il faut un incident vraiment étrange pour mettre en évidence les faiblesses d'un système de sécurité. Et l'histoire que je vais vous raconter en est un parfait exemple. Restez avec moi. L'histoire que je vais raconter s'est déroulée le 7 mars 2020 à 9h, 48h normale de l'Est, à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, au Canada. Maintenant, pour que vous compreniez comment cet incident a pu se produire, il faut d'abord expliquer un peu la configuration de l'aéroport lui-même. L'aéroport compte 5 pistes reliées par des voies et des aires de stationnement. Au sud de l'aéroport, il y a 2 pistes parallèles, 06 et 24, gauche et droite. Au centre, vous avez 2 autres pistes parallèles, la piste 15 gauche et droite et la 33 gauche et droite. Et puis, du côté nord, il y a une seule piste, la piste 05-23. L'incident dont je vais vous parler s'est produit sur la piste 06 gauche. Le fait que la piste 06 gauche et la 05 étaient utilisées simultanément va jouer un rôle ici. La tour de contrôle aérien est située au centre de l'aéroport. Les contrôleurs de la tour auront ainsi une vue parfaite sur l'ensemble de l'aéroport. Mais cela signifie aussi que certaines parties des pistes sont assez éloignées d'eux. Donc, pour qu'ils puissent voir ce qui s'y passait, ils auraient besoin de jumelles de temps en temps. La tour compte 9 postes de contrôleurs aériens. Lors de l'incident, 4 étaient occupés. 2 de ces contrôleurs étaient occupés à gérer tous les mouvements au sol sur les voies de circulation et les aires de stationnement. L'un gérait les autorisations de contrôle aérien sur la fréquence dédiée, tandis qu'un autre contrôleur supervisait tous les décollages et atterrissages. Ce contrôleur était assis au poste de travail de la position du contrôleur nord, ce qui signifiait qu'il avait une vue dégagée vers l'avant sur la piste 05, 23 ainsi que sur les pistes centrales. Les pistes 15G, 15D, 33G et 33D sont normalement gérées par le contrôleur de la tour nord. Lors de l'incident, le trafic à l'aéroport, comprenant décollage et atterrissage, était jugé modéré ou parfois faible. Et cela signifiait que ce contrôleur travaillait dans ce qu'on appelle une position combinée. Cela signifiait qu'il assurait la charge de travail à la fois du contrôleur nord et du contrôleur sud. La piste 06 gauche et la 05 étaient utilisées. Pour que ce contrôleur voie la piste 06 gauche et donne les autorisations, il devait se lever sur son poste de travail, se retourner à 180 degrés et regarder par-dessus la tête de ses collègues. Ce n'était normalement pas un problème, il voyait bien d'ici et il faisait cela d'habitude. Les contrôleurs aériens disposent de nombreux outils et systèmes d'alerte pour améliorer leur perception de la situation, informer sur ce qui se passe dans leur zone et les avertir en cas de problème imminent. L'un de ces systèmes, le système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit, système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit fait partie du nouveau système avancé de guidage et de contrôle des mouvements au sol. Ce système fusionne des informations provenant de nombreuses sources différentes, y compris le radar au sol, mais aussi les systèmes de transpondeurs automatiques Dependent Surveillance Broadcast à l'intérieur même des avions. Ceci serait bien meilleur que les anciens systèmes d'alerte basés principalement sur le radar au sol. Et à cause de cela, il donnait beaucoup de fausses alertes et n'était pas très fiable. Le système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit fonctionne en divisant ces alertes en 2 niveaux différents, les alertes de niveau 1 et les alertes de niveau 2. Comme je l'ai mentionné précédemment, il utilise le radar au sol et le statut Automatic Dependent Surveillance Broadcast de l'avion pour déterminer où se trouvent les avions et s'ils sont en conflit les uns avec les autres, par exemple s'ils partagent une piste. Mais il prend également en compte si ces avions sont en vol ou non, ou à quelle vitesse ils s'approchent les uns des autres. Afin de déterminer quel type d'alerte, le cas échéant, il va émettre, une alerte de niveau 1 est déclenchée lorsque le système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit détecte au moins 2 cibles sur la même piste simultanément. Il s'agit simplement d'une alerte graphique affichée à l'écran, elle ne comporte aucun élément sonore et elle est inhibée. Lorsque le système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit estime que l'une des cibles, celle qui est devant, s'éloigne de l'autre cible avec une accélération supérieure à 50 nœuds. Une alerte de niveau 2 est à la fois une alerte visuelle à l'écran et une alerte sonore.
pour avertir le contrôleur aérien d'un possible événement grave imminent. Maintenant, l'alerte de niveau 2 est déclenchée lorsque une cible est détectée devant un avion qui accélère pour le décollage à une vitesse supérieure à 20 nœuds. Cette alerte est inhibée si la cible devant est perçue comme accélérant pour s'éloigner de la cible derrière, parce que cela sera interprété comme un avion au départ, et donc pas comme une menace. Ces deux avertissements sont inhibés si l'une des cibles est détectée en vol, car il s'agit d'un système d'alerte de collision au sol. Cela nous mène à la question suivante. Comment les avions détectent-ils qu'ils sont en vol? Et lorsqu'ils transmettent cette information via l'Automatic Dependent Surveillance Broadcast, la plupart des avions de transport modernes possèdent des capteurs de poids sur roues reliés à leurs unités de référence inertielles de données aériennes. Et lorsque l'avion décolle, ces capteurs de poids sur roues détectent que l'avion n'est plus au sol. Ils transmettront les signaux via les unités de référence inertielles vers le transpondeur, puis par Automatic Dependent Surveillance Broadcast indiquant « Je suis en vol ». Ces systèmes sont généralement fiables, mais il y a eu quelques cas d'échec. Et comme toute l'idée derrière le fait que l'avion envoie son statut au sol ou en vol était de commencer à activer le système Traffic Collision Avoidance System, pour mettre en évidence les conflits et collisions potentielles en vol, le système devait disposer d'une sorte de dispositif de sécurité. En raison de cela et du besoin de redondance, il a également été décidé que ces avions seraient équipés d'un système capable de détecter si l'appareil atteignait une vitesse minimale de 100 nœuds. Et si c'était le cas, il enverrait un signal en vol, peu importe ce que disaient les capteurs de poids sur les roues. Et cela va devenir important ici. Maintenant, le jour de l'incident, la météo était vraiment agréable. Quelques nuages élevés, vent léger, excellente visibilité et température de moins 5 degrés Celsius. Le contrôleur aérien avait commencé son service à 6h15 du matin et il avait occupé plusieurs postes différents jusqu'à 9h30. Il a pris le rôle de contrôleur tour. Grâce au beau temps, il a appliqué les règles de séparation visuelle entre les avions au départ. Cela signifie que c'est au pilote de l'avion qui suit de maintenir la séparation visuelle entre eux et l'avion précédent après le décollage. Ainsi, le contrôleur aérien gagnait beaucoup de temps. En appliquant les règles de séparation en cas de mauvaise météo, la distance entre chaque avion au départ augmenterait fortement. Maintenant, ce type de séparation très serrée ne peut être utilisé que s'il n'y a aucun risque de turbulence de sillage pour l'avion qui suit. Cela se produit généralement lorsqu'un gros avion, un avion lourd, décolle, il crée ces tourbillons de sillage très puissants derrière l'aile et ceux-ci peuvent réellement être dangereux. Donc si un gros avion décolle, il faudra de toute façon augmenter la séparation. Mais si c'est un avion relativement petit qui décolle, cela ne posera pas de problème. Et vous pouvez garder les départs vraiment serrés. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est si crucial de garder les départs d'avions aussi serrés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si un contrôleur aérien parvient à gagner quelques secondes sur chaque départ, cela signifie qu'il peut en fait faire partir beaucoup plus d'avions en une heure donnée. Cela réduit les retards pour les passagers, diminue le temps au sol des compagnies aériennes et permet d'importantes économies. C'est donc quelque chose que tout contrôleur aérien professionnel essaie d'obtenir aujourd'hui. Lorsque les règles de séparation visuelle appliquées par le pilote sont en vigueur, le contrôleur aérien n'est pas censé donner l'autorisation de décollage à l'appareil suivant tant que l'appareil précédent n'est pas en l'air. Les contrôleurs considèrent que l'appareil est en l'air lorsqu'il commence la rotation. Ils savent qu'à ce moment, les pilotes ont dépassé la vitesse V1 et sont engagés dans le décollage. La plupart des contrôleurs expérimentés ont appris où les différents types d'appareils commencent généralement leur rotation sur la piste, et lorsqu'ils voient que ces appareils dépassent cette partie de la piste, ils peuvent même commencer à donner l'autorisation de décollage à l'appareil suivant. Parce qu'ils savent que donner l'autorisation de décollage et que l'appareil réponde prendra quelques secondes, moment où l'appareil précédent sera déjà bien en l'air. Avant d'entrer dans le vif du sujet concernant l'incident sérieux, je voudrais partager ce court message de mon sponsor qui me permet de créer ce type de contenu pour vous. Voulez-vous devenir plus intelligent en regardant d'excellents documentaires de grands cinéastes?
Découvrez curiositystream.com, le Netflix des passionnés de documentaires. C'est l'un de mes services de streaming par abonnement préférés, avec des milliers de titres non fictionnels de grande qualité disponibles. Découvrez chaque semaine de nouvelles émissions sur la nature, la science, l'histoire, le sport et plus. J'ai récemment vu une excellente série documentaire, Zénith, avancée dans l'exploration spatiale sur les progrès des fusées et satellites. Et vous devriez vraiment y jeter un œil. Curiosity Stream est disponible sur pratiquement tous les appareils de streaming que vous pouvez imaginer partout dans le monde et c'est extrêmement abordable à moins de 20 $ par an. En tant qu'abonné, utilisez le lien curiositystream.com/montourpilot et le code promo montourpilot dans la description. Cela vous donnera une réduction supplémentaire de 25% sur le prix, le faisant descendre à 14,99 $ par an. C'est seulement 1,25 $ par mois, un excellent rapport qualité-prix. Merci à Curiosity Stream pour le sponsoring. Retour à la vidéo. À 9h48, soit 18 minutes après la prise de fonction du contrôleur Tour, un Embraer 190 d'Air Canada, avec 83 passagers, 2 membres d'équipage et 2 pilotes, se prépare à décoller de la piste 06 gauche. Le contrôleur Tour leur ordonne d'entrer sur la piste et autorise le décollage. Les pilotes à bord de l'Embraer commencent à avancer les manettes de poussée pour le décollage et l'avion commence à accélérer sur la piste. Lorsque l'Embraer dépasse 50 nœuds, le système Automatic Dependent Surveillance Broadcast à l'intérieur de l'avion envoie un signal au système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit dans la tour de contrôle, indiquant qu'il est maintenant en vol. Comme nous en parlions précédemment, cela se produit bien avant que l'avion ne soit réellement en vol. Il va continuer d'accélérer pendant encore plusieurs secondes, mais il apparaît désormais comme étant en vol sur l'affichage du système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit. Envoyer le signal de décollage à 50 nœuds est bien plus précoce que pour la plupart des avions, qui le font à 100 nœuds. Cela reste acceptable selon la réglementation. Pendant que l'Embraer accélère sur la piste, le contrôleur autorise un autre avion d'Air Canada, un Boeing 777, avec 345 passagers, 2 pilotes et 12 membres d'équipage, prêts à s'aligner sur la piste et attendre l'autorisation de décoller. Le Boeing 777 est bien plus grand que l'Embraer 190 qui décolle devant, donc la turbulence de sillage ne posera pas problème. Les pilotes s'alignent sur la piste et se préparent à décoller dès qu'ils reçoivent l'autorisation. À bord de l'Embraer 190, tout paraît normal. Et lorsque le contrôleur aérien voit que l'Embraer passe le point sur la piste où il est assez sûr qu'il est sur le point de décoller, le contrôleur commence à donner l'autorisation de décollage au Boeing 777 qui se trouve derrière eux. Les pilotes du 777 ont confirmé puis avancé les manettes de poussée pour entamer leur roulage de décollage. À ce moment-là, ils pouvaient toujours voir l'Embraer devant eux, mais ils étaient également assez sûrs qu'il était sur le point de s'envoler. Il peut exister des différences entre les règles en Amérique du Nord et celles en Europe, parce que je ne serai pas autorisé à commencer ma course au décollage tant que l'avion précédent ne s'est pas envolé. Il y a aussi plus de règles en Europe concernant la séparation verticale nécessaire lors des départs aux instruments standards. Il est donc peu probable qu'une telle autorisation ait été donnée ainsi en Europe, mais au Canada à l'époque, c'était normal. Après que les pilotes du Boeing 777 ont confirmé leur autorisation de décollage, le contrôleur aérien a jugé qu'il n'avait plus rien à surveiller sur cette piste. Il est donc revenu à son poste principal pour surveiller un trafic à l'atterrissage sur la piste 05. Le problème survient lorsque le contrôleur autorise le décollage du Boeing 777 derrière eux. Les pilotes dans l'Embraer ont remarqué qu'un gros oiseau est passé juste sous la fenêtre latérale du côté du commandant de bord. Tous deux ont entendu l'impact sur le fuselage et le commandant a jugé qu'il y avait un risque important que l'oiseau soit aspiré dans le moteur gauche. Et parce qu'il le pensait, il a immédiatement initié un décollage interrompu. Cela s'est produit à 139 nœuds, soit juste en dessous de la vitesse V1 de 146 nœuds. Donc, le fait que le contrôleur aérien ait jugé la position de l'Embraer sur la piste comme étant proche du décollage est tout à fait compréhensible. Cependant, l'Embraer ne décolle plus. Il est sur le point de s'arrêter sur la piste devant l'énorme Boeing 777 qui se trouve derrière d'eux.
Les pilotes de l'Embraer ont maintenant suivi les procédures standards d'interruption de décollage et une partie de ces procédures consistait pour le copilote à appeler le contrôleur aérien et à lui indiquer qu'ils interrompaient le décollage. Malheureusement, au même moment, le copilote du Boeing 777 derrière eux a également confirmé leur autorisation de décollage. La puissance d'émission radio du Boeing 777, supérieure à celle de l'Embraer, a entièrement masqué le message de l'Embraer. Cela signifie que ni le contrôleur aérien ni les pilotes du Boeing 777 derrière n'ont entendu l'Embraer interrompre le décollage. Les pilotes du Boeing 777 sont maintenant en plein milieu de leur propre roulage de décollage et ils peuvent toujours voir l'Embraer devant eux. Mais ils supposent toujours qu'il est sur le point de décoller, parce qu'il est très difficile d'estimer la distance et la vitesse d'un objet devant soi lorsque l'on est soi-même en mouvement. Le contrôleur aérien observe la piste 05 où un avion atterrit avec le système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit affiché devant lui. Ne donne aucune alerte. L'Embraer, bien qu'il décélère, reste au-dessus de 50 nœuds, donc encore considéré en vol. Le contrôleur de la tour se tourne à nouveau vers la piste 06 gauche et autorise un de Havilland Dash 8 à y entrer pour se préparer au décollage. Ce qui signifie qu'il y a maintenant 3 avions sur cette piste en même temps. Mais le système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit ne donne toujours aucune alerte. Parce que maintenant, l'Embraer est indiqué comme étant en vol et le Boeing 777 a accéléré au-delà de 100 nœuds, ce qui signifie qu'il est également indiqué comme étant en vol sur son écran. Le Boeing 777 accélère sur la piste et les pilotes deviennent très inquiets de ce qu'ils voient devant eux. Parce que devant eux, l'Embraer a réduit sa vitesse à bien moins de 50 nœuds maintenant et commence presque à s'arrêter complètement. Mais le système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit ne s'active toujours pas. Le Boeing 777 est maintenant en vol, tandis que le Dash 8 n'est pas encore sur la piste derrière eux. À 127 nœuds, le commandant du Boeing 777 interrompt le décollage. À ce moment, l'Embraer et le 777 sont séparés d'environ 1650 mètres de distance, qui diminue très vite. Maintenant, certains d'entre vous pourraient se demander, ne serait-il pas plus logique ou même plus sûr pour le Boeing 777 de simplement continuer à accélérer et de décoller au-dessus de l'Embraer dans une situation comme celle-ci? Et même si cela aurait été le cas s'ils avaient interrompu V1 plus tôt, ils auraient remarqué que cela se produisait. Le fait est qu'à ce stade de la course au décollage, ce n'est pas le moment de prendre des décisions complexes. Le pilote a perçu que la piste était bloquée devant lui. Nous avons appris qu'au-delà de 80 nœuds, il faut interrompre le décollage. Essentiellement uniquement en cas de panne moteur, d'incendie moteur, de dommages graves, ou si l'avion n'est pas sûr ou incapable de voler. Et dans ce cas, une piste bloquée pourrait être considérée comme une situation où l'avion n'est pas sûr ou incapable de voler. Dans tous les cas, il est très difficile d'estimer la distance à l'obstacle à ces vitesses. Je comprends donc totalement la décision du commandant de bord de refuser ce décollage. Les enquêteurs du rapport final n'ont pas non plus contesté la décision du commandant de rejeter le décollage. Le Boeing 777 annulait désormais son décollage et le copilote l'a signalé à la tour de contrôle. Le contrôleur aérien de la tour a accusé réception et a commencé à se préparer à fournir toute l'assistance dont l'équipage du Boeing 777 pourrait avoir besoin après le rejet du décollage. Il a aussi levé les yeux vers le ciel, s'attendant à voir l'Embraer 190 décoller. Mais c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte, à son grand effroi, alors qu'il regardait plus loin sur la piste, que l'Embraer 190 avait lui aussi rejeté le décollage et se trouvait encore sur la piste. À cet instant, les premières alertes, système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit, ont retenti dans la tour de contrôle. D'abord entre le Dash 8 qui était sur le point de s'aligner sur la piste 06 gauche et l'Embraer tout au bout. Ensuite, entre le 777 qui ralentissait au milieu de la piste et l'Embraer. Et enfin, entre le Dash 8 et le 777. Au final, les deux avions ont réussi à s'arrêter en toute sécurité sur la piste et l'Embraer 190 a reçu l'autorisation de rouler pour quitter la piste tout au bout, puis de se diriger vers le terminal. Le Boeing 777 a également quitté la piste à peu près au milieu.
Ensuite, ils ont attendu environ 45 minutes sur le taxiway pour que les freins refroidissent, puis ils sont aussi retournés au terminal. L'enquête a conclu que l'incident venait d'un flux de travail très optimisé du contrôleur aérien et d'une séparation visuelle gérée par les pilotes. Cela, ajouté à l'impact d'oiseaux qui a poussé l'Embraer à rejeter son décollage et à la transmission simultanée des deux copilotes concernant le décollage annulé et l'autorisation de décollage, a finalement masqué le message de l'Embraer et a fait perdre la conscience de la situation à toutes les parties impliquées. Et cela d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pourriez reconnaître dans l'une de mes autres vidéos que j'ai réalisées qui avait eu une issue bien plus grave. Vous pouvez la consulter ici. Ces facteurs, ajoutés au fait que le système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit n'avait émis aucun avertissement au contrôleur aérien pendant la phase critique de cet incident. La programmation des transpondeurs automatiques Dependent Surveillance Broadcast à bord de l'avion a entraîné l'émission d'un avis de trafic et de contrôle d'information bulletin d'information du contrôle aérien. Dans ce bulletin, il était souligné que certains types d'avions, y compris l'Embraer, pouvaient présenter une apparition plus précoce des indications en vol. Et que, à cause de cela, certains avertissements pourraient ne pas apparaître au moment attendu. Il y a également eu des expériences menées en augmentant la vitesse à laquelle l'avion indiquerait qu'il était en vol. Mais cela a montré que si cela était fait, cela pourrait entraîner un taux beaucoup plus élevé de fausses alertes, ce qui pourrait finalement amener le contrôleur aérien à ne plus écouter du tout le système de surveillance des incursions sur piste et d'alerte de conflit. Mais au final, c'est le facteur humain qui a sauvé la situation. Lorsque les pilotes du Boeing 777 ont réalisé la menace et interrompu le décollage, ils ont ainsi empêché la situation de devenir encore plus critique. Si vous voulez voir une vidéo où une situation similaire a eu un pire résultat, regardez celle-ci. Si vous voulez soutenir le travail de mon équipe et moi, pensez à devenir soutien sur Patreon. Nous vous en sommes très reconnaissants et j'espère vous voir bientôt lors d'un de mes rendez-vous hebdomadaires sur Patreon. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.